Bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de mon souci du moment. Ce n'est pas que je vais vous faire partager mes soucis, mais c'est simplement parce que je pense qu'il est un petit peu commun à beaucoup d'entre nous. Donc depuis une huitaine de jours, j'essuie deux difficultés, je ne dirais pas deux échecs, deux difficultés avec la justice. Et je prends conscience que cette justice, finalement, trouve que je la sollicite un petit peu trop. Alors, déjà, je voudrais m'expliquer sur ce point. J'ai fait un billet à ce sujet. Pour moi, la justice est un élément important, c'est l'élément d'équilibre. Et c'est quelque chose, si vous voulez, que je crois que nous devons pouvoir saisir régulièrement à chaque situation conflictuelle, car dans le cas contraire, bien sûr, on aurait tendance à tenter de se faire justice soi-même. Il y a mille manières de se faire justice soi-même. Ce n'est pas parce qu'on peut se faire justice soi-même sans rendre coup pour coup. La vengeance, vous le savez, est un plat qui se mange froid. On peut très bien garder une rancœur et puis finir par se venger auprès de telle ou telle personne qui vous aura fait du mal, qui aura été injuste avec vous. Je pense qu'il est plus raisonnable en société d'aller vers la justice et d'attendre que celle-ci au moins vous écoute. Ça n'est pas le cas. La justice ne vous écoute pas. Vous l'ennuyez, carrément. Ça se voit tout de suite. Dès le premier essai, que lorsque vous voulez aller devant un tribunal, déjà, on vous interdit. Si vous n'avez pas un avocat, déjà, vous n'avez pas le droit d'y aller. Alors l'avocat, après, il fait ce qu'il veut, il ne fait pas fatalement ce que vous voulez. Et ensuite, si par hasard vous êtes dans un schéma où il n'y a pas besoin d'avocat et que vous vous présentiez seul, vous n'êtes pas du tout apprécié. Ça va jusqu'au planton de service et jusqu'au réceptionniste ou au standardiste qui ne prend même pas la peine de décrocher pour vous parler. Ça n'est pas tout comme ça. Il y a des personnes extrêmement charmantes. Il arrive quelquefois dans les greffes ou ailleurs qu'on tombe sur des gens très gentils, mais globalement, on est très mal reçu. Alors, cette recherche d'aller vers la justice, en fait, c'est une recherche plus globale qui consiste à aller vers la hiérarchie pour essayer de régler les problèmes que l'on a d'une manière à notre niveau, journellement. Je dirais qu'on a des problèmes toute la journée. Évidemment, la vie en société, c'est compliqué. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours des gens qui pensent autrement. Soi-même, d'ailleurs, on peut avoir tort. On n'a pas toujours raison, bien sûr. Hein. Donc, on a besoin d'un arbitre. La justice, c'est un arbitre. On ne peut pas jouer au football sans arbitre, on ne peut pas jouer au tennis sans arbitre. J'ai beaucoup joué au golf, c'est un jeu qui se fait sans arbitre. 80% des gens trichent, ils placent la balle. Donc si vous voulez, oui, 90%. Bon, donc si vous voulez, on a besoin d'un arbitre dans la vie, et la justice est cet arbitre, et elle refuse de jouer ce rôle. Alors plus globalement, on se pose la question, finalement, tous ces hommes de l'État ou tous ces fonctionnaires de haut ou de petit niveau qui prétendent être à notre service, tout va bien tant qu'on n'a pas besoin d'eux. Mais dès qu'on a besoin d'eux, ça ne va pas. Vous faites cambrioler, les flics s'en foutent. Vous faites tabasser dans la rue, les flics s'en foutent. Vous avez un problème avec votre voisin, les magistrats s'en foutent. Vous êtes malade, on sait maintenant que vous allez à l'hôpital. Non pas qu'ils s'en foutent, mais ils font rien, peuvent rien faire. Ils n'ont même pas de médicaments, ils n'ont même pas de lit, ils n'ont même pas de masque, ils n'ont pas de respirateur, ils n'ont rien. Donc toute cette armée de gens qui prétendent donc nous être à notre service, en fait, n'est pas là. Alors, on dit mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce qu'en réalité, quand on va vers les instances dirigeantes, si vous voulez, on imagine quelque part dans sa tête qu'on va vers l'intelligence et qu'on va vers l'intégrité. Et puis, on s'aperçoit que depuis quelques années, on va plutôt vers la bêtise et on va plutôt vers la connivence et la corruption. Et on est un petit peu, moi je suis un petit peu groggy, je me dis mais c'est pas possible. Dans l'ensemble des choses qui m'arrivent depuis une quinzaine d'années, je sens bien que je vais disparaître. Je vais être éliminé. On m'agresse personnellement, dans les tribunaux, personnellement, on m'agresse matériellement, on me vole mes affaires. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je réfléchis, quand même, je ne suis pas le premier à qui ça arrive. Et tout d'un coup, je me vois dans la situation du juif, dans la fin des années 30, quand on commence à lui dire qu'il usurpe tout ce qu'il a.
Et je pense qu'il se dit au fond de lui, mais ils vont s'arrêter, il y a une limite. Non, il n'y a pas de limite, ça va jusqu'à sa mort. Et il y a des moments où vous vous dites, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas résisté. Je me disais, pourquoi les Juifs n'ont pas résisté? Mais on ne peut pas résister. Moi, je résiste, mais je résiste contre quoi? Je résiste contre rien. Quand je suis au tribunal la semaine dernière et que le président de la cour d'appel, quand il comprend que je me bats contre le fisc, il fait ce geste du bras de fer, il dit « Oh, le fisc, regardez, oh, aucune chance de gagner. » Aucune chance de gagner. Lui, mais pas moi. Moi, qu'importe. C'est de lui qui parle. Effectivement, il ne peut pas prendre, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut transmettre quand il me dit ça, c'est qu'il ne peut pas prendre un jugement qui irait contre le fisc, même s'il est convaincu que j'ai raison. Parce que s'il prend un jugement qui va contre le fisc, sa carrière est foutue. Il peut changer de métier. Donc c'est ça quand il me dit on ne peut pas se battre contre le fisc, il me dit en réalité, et c'est pathétique, il me dit je ne peux pas me battre contre le fisc. Vous, pense-t-il, faites ce que vous voulez. Et il me demande si je ne suis pas parano. Il me dit bon, sous-entendu, vous êtes un peu fou. Il faut être fou pour faire ce que vous faites. Mais moi, je ne peux pas le faire. On ne peut pas le faire. C'est extraordinaire, non? Alors, je me dis que la société, c'est un ensemble de gens. Alors, il y a des sociétés voulues, les gens qui se réunissent comme ils ont envie, puis il y a des sociétés comme nous, qui représentent soi-disant la France. On est là entre des frontières, on nous dit, vous êtes là, vous faites partie, vous êtes français. Très bien, on est français. Bon, moi je m'en fous, mais admettons, on est français. Et là, vous vous attendez, vous pensez, enfin vous croyez, quand vous avez mon âge, vous avez connu l'époque où effectivement, les gens qui étaient à la tête, bon, les préfets, les directeurs de l'ADE, les élus même, tous ces gens, c'était des gens de qualité. Et quand vous allez les voir, ils avaient des réponses. Et puis petit à petit, ils se sont fait déborder par un système, de mon point de vue, par le système fonctionnaire, qui a un système de cooptation du fait qu'il n'y a plus de mérite et qu'on reste tout le temps dans les lieux. Il y a un système de cooptation par amitié, par connivence. Et cette espèce d'amitié, de connivence, de sécurité, s'est répandue sur tout le pays. Et ces gens, donc, qui sont 5,5 millions, sont devenus sûrs d'eux, arrogants, et utilisent leur propre méthode qu'ils appliquent à tout le monde. C'est-à-dire que quand vous allez voir la hiérarchie, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit la hiérarchie de l'administration de l'équipement, qui maintenant n'est plus l'équipement, mais qui est les collectivités locales, que vous allez voir la justice, que vous allez voir la police, vous êtes face à des gens qui ne se sentent plus obligés à rien, qui fonctionnent pour eux-mêmes, entre eux-mêmes. Si vous allez à l'hôpital, il vaut mieux que vous ayez un parent qui travaille à l'hôpital, que vous ayez quelqu'un, un cousin, un enfant, un parent qui est justement dans l'hôpital, et là, vous serez reçu, sinon vous attendrez à la queue comme tout le monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette société, alors, c'est pas anormal, je pense, hein, parce que quand on regarde l'histoire de France, en réalité, on s'aperçoit que les moments où ceux qui ont le pouvoir utilisent, je dirais, la naïveté des Français. On imagine, quand on dit aux Français, il faut tuer les protestants. Ils tuent les protestants. Quand on leur dit, il faut tuer les curés, ils tuent les curés. La commune tue les curés. Quand on leur dit, il faut dénoncer les juifs, ils dénoncent les juifs. Quand on leur dit maintenant, il faut dénoncer les gens qui ont un peu d'argent, parce que c'est probablement des fraudeurs fiscaux, ils dénoncent. Ils sont ravis, ils dénoncent. Donc il y a assez peu de chances qu'ils aient une société qui ne soit pas justement gangrénée au niveau de la hiérarchie par ces gens malsains, par ces gens qui sont, je dirais pas très intelligents, parce que quand on est intelligent, je pense qu'on comprend très vite que c'est mieux d'être honnête que malhonnête. C'est plus simple, c'est plus pratique, on a le respect des gens, c'est quand même plus agréable. Quand on est malhonnête, c'est un peu plus compliqué. Hein, parce que si on réfléchit au dernier immense scandale, que ce soit donc chez les Tutsis ou chez les Allemands, ceux qui ont eu le pouvoir et qui ont fait le génocide, c'est quand même eux à la sortie. Bon, ils ont tué du monde, d'accord, mais à la sortie, c'est quand même eux qui ont ramassé les dégâts. Hein, que les Allemands, ça fait plusieurs générations qui sont au banc de l'humanité, et au Rwanda, c'est pareil pour les Hutus. Donc,
cette situation, elle est quand même complètement étonnante. Elle est étonnante et elle est probablement irréversible. Je n'ai pas espoir, en tout cas en ce qui me concerne et à l'âge que j'ai, je n'ai pas espoir de revoir une société avec des gens honnêtes, avec des gens intègres. Je crois que quand je vois M. Macron qui va faire un effort énorme pour l'hôpital, il ferait mieux de s'occuper des cliniques privées qui marchent plutôt bien, hein, et de toute la santé de tous ces médecins libéraux qui travaillent comme des malades, plutôt que d'aller encore mettre des milliards dans l'hôpital. Enfin, si vous voulez, quand on voit cet homme sortir un porte-monnaie qui n'est pas à lui, un chéquier qui n'est pas à lui, et inonder les gens qui considèrent lui comme important, alors que personne ne sait si ces gens sont importants ou pas. Moi, je ne sais pas s'il faut davantage de voitures ou moins de voitures, on laisse faire le marché, puis voilà. Donc je pense que cet homme n'est pas très intelligent, et je pense qu'il est vraiment en plein dans la connivence, et la connivence à la corruption, hein, il n'y a pas loin, hein, c'est vraiment tout à côté. Donc c'est une grande souffrance, et je pense à tous ceux qui sont intelligents, normalement intelligents. Je n'ai pas parlé des génies, hein, attendez, je ne me prends pas pour Einstein, hein, mais je pense que si vous voulez, entre être normalement intelligent et être bête, quelle est la différence? Pour moi, la différence, c'est que celui qui est bête ne fonctionne que pour lui, à travers lui, et n'a d'autre vision que lui-même, donc sa grotte de Platon, et celui qui est intelligent prend juste un peu de recul et peut voir les choses, les gens, l'organisation autour de lui, et sans s'impliquer directement, et pouvoir avoir une réflexion, une synthèse, ce que j'appelle intelligente. Donc c'est pas, si vous voulez, je ne parle pas des grands mathématiciens et des génies, je parle des gens ordinaires. Il y a quand même pas mal de gens intelligents, et il y en a même beaucoup. Ils existent en France, il y en a beaucoup. Ben, ils n'ont pas le pouvoir, ils ont été débordés par une organisation, par un système structurel qui petit à petit a rogné leur espace, et aujourd'hui ils sont dépossédés, comme je le suis, dépossédés de leur pensée, dépossédés de leur droit à créer, de leur droit à penser. Je vais expliquer comment à La Rochelle j'ai été dépossédé de mon droit légitime de travailler, dépossédé de travailler, dépossédé de ses biens, dépossédé de sa pensée, en fait dépossédé de sa vie. Il reste juste plus qu'à nous tuer. J'en arrive à me demander si finalement la justice, le fisc ne va pas finir par m'enfermer en me traitant effectivement de déséquilibré et de paranoïaque. Donc c'est quand même assez difficile à vivre, et je voudrais partager avec tous ceux qui ont ce ressenti, tous ceux qui prennent conscience de ça, le partager, et puis bien comprendre qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. L'issue, on la connaît, c'est la grève. Hein, c'est le livre de la grève. C'est-à-dire, l'issue, c'est de se retirer de cette société. Parce qu'en fait, elle ne peut pas fonctionner telle qu'elle est. Parce qu'ayant mis à sa tête les gens inintelligents, ayant mis à sa tête la bêtise, ben, elle ne peut qu'aller dans le mur. Elle y va au galop. Hein. Ben, je pense que c'est pas la peine de se précipiter, il faut sortir du bus, hein, et puis le laisser s'écraser sur le mur, on verra après, on fera le tri après. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que j'en ai, comme vous le comprenez, un peu gros sur la patate. Quand je prends conscience que toute l'énergie que je dépense, tout le combat que je mène, c'est pour rien. C'est pour rien, parce qu'en face, il n'y a rien. En face, c'est le néant. C'est rien. C'est, voilà. Et ça, c'est un petit peu dur à accepter, parce que ce néant peut nous engloutir complètement, et engloutir nos enfants. Et ça, c'est très embêtant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir.